Aujourd'hui, on a résolu une panne de lecture. Ce genre de moment où on n'y arrive pas, ça s'est fait évidemment avec le maître, non pas de la panne, mais de la démarre. Je sais pas si vous pouvez appeler comme ça. Un Stephen King, on va parler de Dolores Claiborne. Dolores Claiborne fait partie de la liste de ces nombreux romans, textes, recueils, projets que je voulais lire et j'ai pas eu le temps, notamment pour l'essai. C'est pas grave, je l'ai trouvé à la cette librairie minuscule. À chaque fois j'oublie son nom, je vais le mettre en description, qui est rue des Martyrs. Toujours une excellente sélection dans cette librairie. En tout cas, merci beaucoup. Il est là. C'est un roman de 92 qu'on appelle thriller psychologique. Il n'y a pas ou quasi pas de surnaturel. Et on peut, pour ainsi dire, l'oublier. Honnêtement, moi, Stephen King, je le préfère sans surnaturel. Mais bon, hein, les goûts et les couleurs, c'est vraiment comme ça. On choisit pas toujours. Moi, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans l'absence de surnaturel, c'est que c'est plus réaliste, en fait. Mais on va voir en quoi ça fonctionne bien, notamment avec le format général de Dolores Claiborne. Ça a été adapté en film, c'est comme d'hab. J'aime tellement le roman que je prends pas le temps de voir le film avant de tourner, puis j'ai des contraintes temporelles qui s'y ajoutent. Alors, que dire, comment le dire, dans quel sens? J'arrête pas de fouiller partout. Oh, ça c'est... Alors moi j'aime bien avec mes étudiantes, mes lycéens, mes lycéennes, quand j'ai du monde à faire travailler. J'aime bien commencer en posant des questions simples qui ne le sont pas, mais notamment celle du format du texte, qui n'est pas celle du genre. Là, le genre, ça va être, en roman, si on prend les trois grands genres qui viennent des gueules, on se rappelle, le dramatique, le lyrique, l'épique. L'épique qui se transforme quand même en roman. Globalement, les émotions se traduisent en registre, mais c'est pas non plus 100% le cas. Et donc ça sont les modalités de ces différents genres. Et donc il peut y avoir des dissonances qui amènent le burlesque, l'héroïque comique. Mais dans les genres, on a bien sûr les sous-genres, les différents types de romans, les types de poèmes, etc. Et c'est évidemment dans ces catégorisations-là que ça se complexifie, parce que bien des fois, on va avoir des classements, on va dire, par réception publique, ce qu'on appelle la young adult, par thème, thème, ça va être, je sais pas moi, le roman sentimental. Alors là, ça va dire que c'est par thème et par registre, par le roman d'aventure, par exemple, ou voilà, ça peut être ce genre de choses, par format, longueur, exemple la nouvelle. Bon. Là, on est vraiment, moi ce qui m'intéresse le plus ici, c'est ce que j'appelle le format. Ça va être le type de texte, voire de document dont il s'agit. Et très clairement ici, il s'agit d'une déposition de police de Dolores Claiborne ou Saint-Georges. Alors, c'est-à-dire que Claiborne, c'est son nom de naissance et Saint-Georges, son nom d'épouse. C'est ce qu'on appelle le nom d'usage, qui n'est pas... en fait, on n'est pas censé changer d'identité. Donc, ce nom d'épouse est un nom de convention, mais c'est pas le vrai nom. D'ailleurs, quand on prend, là je l'ai vu en prenant la carte d'identité de ma grand-mère il y a quelques jours, il y avait bien marqué son nom de jeune fille sur sa carte d'identité. Et pourtant, ça fait 71 ans que ma grand-mère est mariée à mon grand-père. Donc elle n'a pas réellement changé de nom, elle a changé de nom d'usage, de nom utilisé. Comme on ne change pas, alors ça c'est encore en discussion évidemment avec les transitions, etc., mais on ne change pas de numéro de sécu ou quoi, ce sont des identifiants uniques, ou qui ont pour vocation d'être uniques. Est-ce qu'il nous parle du fichage? Parce que les numéros de sécu, ça date du péninisme, si je ne me trompe pas. Bon, bref. Je m'égare. En tout cas, c'est une déposition de police de Dolores Claiborne, on va le dire. Et donc, c'est intéressant que ce soit le nom de naissance qui soit mis en avant. Aussi appelé Dolores Saint-Georges à la police. On le voit dès le début. Alors, deux épigraphes géniales, mais on va le reprendre. Une carte du Maine qui parle de l'éclipse totale du soleil samedi 20 juillet 63, mais je n'avais pas regardé. Qu'est-ce que t'as demandé, Andy Bissett, si je comprends mes droits tels que tu me les as expliqués? Bon sang, il y a vraiment des hommes qu'on se demande comment ils font pour être aussi abrutis. Non, toi, laisse tomber. Au lieu de bavasser, écoute un moment. J'ai dans l'idée que tu vas m'écouter presque toute la nuit, alors autant que tu t'y fasses tout de suite. Bien sûr que j'ai compris ce que tu m'as lu.
Est-ce que j'ai l'air d'avoir perdu ma cervelle en route depuis que je t'ai vu au marché? C'était lundi après-midi, au cas où t'aurais oublié. Même que je t'ai dit, tiens, ta femme va te bénir quand elle va voir que t'as acheté du pain de la veille. Tu fais des économies de bout de chandelle, hein. Mais, comme disent les vieux, c'est le bon marché qui coûte le plus cher. J'avais pas raison. Je connais très bien mes droits, Andy. Ma mère, elle a pas fait des idiots. Et je connais aussi mes responsabilités. Dieu soit loué. Tout ce que je dirais pourra être utilisé contre moi au tribunal. De mieux en mieux. Et pas la peine de faire le distinguer, Frank Prolx. Tu te prends pas pour de la merde depuis que t'es flic, mais il y a pas si longtemps qu'on te voyait crapahuter dans tes couches pleines avec ce même sourire crétin sur les lèvres. Je vais te donner un petit conseil. Quand tu tombes sur un vieux singe comme moi, tu peux te les garder, tes grimaces. Ce que tu caches dessous, c'est plus facile à lire qu'une pub pour des sous-vêtements dans le catalogue de chez Sears. Voilà. Là, ça c'est le début, on est page 13-14. Donc, autant dire que plein de choses sont données. On voit immédiatement qu'il s'agit d'une déposition de flic parce que on a référence est faite à tout ce qui est de l'ordre de la déposition. Alors, ça commence pas par des guillemets, ça c'est intéressant. On n'a pas de choses en mode tac-tac de cassette ou de trucs comme ça. Mais ça, on va le comprendre à ce qu'on appelle des didascalies internes, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler des indications scéniques, hein, comme au théâtre, qui vont donner des idées au sein même de ce très long monologue qui fait le roman, hein, qui est la matière de ce roman. Et on a ici des références à la lecture des droits, donc là on comprend bien qu'on est au début d'un interrogatoire, des interpellations sur le fait qu'il s'agit de police, que ça va durer, etc. Toutes choses qui mettent en place le décor, on va dire, non pas pénitentiaire, mais policier, hein. Comical, du comico. Et qui lance donc la fiction, hein, qui lance voilà, ce qui va se passer. Donc cette situation d'énonciation est ainsi mise en place, d'une façon que je trouve assez intéressante, hein, et qui va aussi avec une présentation percée par elle-même du personnage principal, la protagoniste, dont on apprendra bientôt, mais on le sait au niveau du titre, qu'elle s'appelle Dolores Claiborne. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que on la voit ici comme rétive à l'autorité mais s'y pliant, revêche, rigolarde, pas jeune, etc. Donc plein d'éléments qui nous parlent de Dolores Claiborne, de son rapport, on va dire, au monde, à l'autorité, et dont on comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ou qui s'est passé. Tout ça, ça nous amène à considérer le texte comme un genre de found footage, c'est-à-dire, on s'en rappelle, les found footage au cinéma, ce sont les bobines trouvées, l'équivalent littéraire, c'est ce qu'on appelle la fiction du manuscrit retrouvé. Le prototype, c'est le manuscrit de Saragosse, hein, trouvé à Saragosse, je ne sais plus le titre exact. C'est ce qu'on a dans la Nouvelle Héloïse, c'est ce qu'on a dans les publications de grandes correspondances. Donc ça, c'est le cas, par exemple, de la Nouvelle Héloïse de Rousseau. Ça serait pas mal, peut-être, de faire une vidéo sur la Nouvelle Héloïse à un moment. Qui est quand même un roman que j'ai beaucoup aimé, hein, quoique j'en ai contre Rousseau. Rousseau, on aime bien le détester ici. Mais il y a un peu tout ça qui se met en place, qui est pas simple, qui se contredit, qui va ensemble, qui va un peu dans tous les sens. En tout cas, ici, voilà, on a ce format qui va être celui donc de la déposition, qui est suffisamment connu pour qu'on le reconnaisse, et donc ça va permettre de lancer quelque chose de l'ordre d'un manuscrit que l'on va retrouver. En tout cas, ce que l'on va avoir, c'est uniquement la déposition. En fait, l'enregistrement de cette déposition et qui est tellement proche finalement d'une forme d'oralité qu'on se dit qu'on en a la transcription, par exemple, de l'enregistrement, et on a effectivement plusieurs mentions de l'enregistrement d'une cassette. Hein. Donc ça va vers la... j'ai oublié de le dire, c'est un roman de 92, ici traduit par Dominique Dill, j'ignore si c'est un homme ou une femme. Moi, j'ai une édition livre de poche à 7,90 €. Je ne sais pas ce que c'est cette illustration, mais c'est très joli. Voilà. King invente la tragédie à un seul personnage, un exploit littéraire, l'Express, je suis d'accord. Alors, tragédie, je sais pas. On va peut-être pas parler en termes de tragédie, nous. Bon, on a donc, voilà, ce modèle de la déposition, et c'est intéressant parce que la déposition, c'est un moment qui n'est pas un moment littéraire. C'est pas un moment où on est censé faire du beau texte. D'ailleurs, on n'est pas dans le beau texte, la belle littérature. Et on est dans un moment qui est préjudiciaire et qui va être proche de la confidence. Mais la déposition, c'est une confidence qui a des conséquences et un enjeu, et qui elle-même,
le moment où on se retrouve en état de pouvoir faire une déposition signifie qu'il s'est passé des choses qu'on est au moins soupçonné quand on voit l'épaisseur de cette déposition. Il s'est bien passé des choses. Donc le format même nous renseigne sur un avant et nous donne des indices sur un possible après. Quand bien même on n'en a pas les indices. Donc ça va permettre d'avoir des éléments qui vont renforcer la tension dramatique de l'ensemble, qui vont renforcer en gros le suspens. On ne va pas comprendre immédiatement comment, on va comprendre au fur et à mesure quelle est cette situation. Et donc la déposition va constituer en une longue analepse, pas complètement chronologique, pour un crime supposé et remonter à un autre crime supposé. Voilà. C'est ça qui va vraiment... ou un crime non supposé. C'est ça qui va continuer la lettre. Donc en fait, une des grandes surprises du récit, je vais spoiler, hein, c'est que pour expliquer ce qui est soupçonné récemment, il va falloir remonter à du plus ancien qui ne l'est pas ou qui ne l'est plus. On y est, hein. Et alors au niveau purement du format, on a quelques annexes à la fin, ça c'est ce qu'on avait un peu dans Carrie, hein, déjà, de Stephen King, toujours. Avec un micro-dossier à la fin qui donne des articles de journaux, des trucs comme ça, qui nous donne une petite idée de l'après sans qu'on ait tous les détails, quoi, en gros. Mais qui nous donne les grandes lignes. Bon, moi ça je trouvais que c'était dispensable, je trouve que on gagne en puissance quand on l'a pas. Mais, on va dire tout de suite, moi, il y a des moments, donc le surnaturel, pas complètement élucidé, on peut y voir quelque chose d'emblématique, symbolique, ou une espèce de foutue tendance de Stephen King à mettre du surnaturel partout. Moi, moi je l'évacue. Voilà. Ça fait partie de choses qui ne m'intéressent pas, mais je comprends que ça puisse plaire. En tout cas, ça ne sera pas au centre de ce bouquin-là. Ce qu'on va trouver en plus de cela, c'est donc toute cette question du format. Il y a quand même, de ce qui est un peu décevant, il y a quelque chose de l'ordre d'un... Il y a de temps en temps des... Non, il n'y a pas de fil blanc, mais bon, il y a un peu de fan service, notamment avec la fin, résolution, etc. Moi, je l'aurais évacué pour avoir plus de tension et de mystère, mais c'est très peu de pages, voilà. En gros. Et toujours un trait très Stephen King, un peu sur ce moment de la bataille avec le boss final, on va dire, le grand méchant, etc. King a toujours cette tension dramatique, moi qui pour moi devient un peu cliché, alors amusante mais cliché, qui est de... On croit qu'il est mort et il continue à vivre, et à être dangereux. Bon, là aussi dans Vendredi 13, Halloween, machin, etc. Enfin, on l'a dans plein de trucs d'horreur, ça fait partie de l'horreur parce que ça a créé c'est une hyperbatte en fait, d'un point de vue du suspens ou du drame. On pense qu'il y a une résolution et il n'y en a pas, ce qui fait que même quand il y aura une résolution, on ne va pas aller vers un soulagement complet puisqu'on met en doute l'idée même de résolution. Et ça, c'est pratique, ben, ça ménage un suspens qui va un peu toujours être là, etc. Mais il y a un côté un peu tarte à la crème, quoi. Voilà, dans ces éléments-là qui ne sont pas ceux qui m'ont le plus plu. Maintenant, pourquoi c'est un texte ultra chouette, ultra bien. Alors après, ça reste de l'horreur, hein. On est dans ce qu'on appelle le thriller psychologique. Donc là, on va avoir très peu d'éléments. On se rappelle, le found footage, c'est un récit à contrainte. Et c'est en ça que, tiens, j'avais fait un texte il y a longtemps sur le found footage sur mon blog, mais c'est les mêmes contraintes qu'un sonnet. Un bon found footage, c'est de la pure contrainte parce qu'il faut que la fiction de ce manuscrit trouvé tienne de bout en bout. Et elle est régulièrement rappelée dans Dolores Claiborne par les allusions à serre-moi à boire, machin. Il y a une légère dynamisation du récit qui passe par adresse à une policière, à, je sais pas, une secrétaire, quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas une greffière parce qu'on n'est pas en justice, mais voilà. Et on va noter qu'on est au moment de ce qu'on appelle, donc de ce qui, au théâtre, comme au roman, etc., est un moment très important, puisque ça va être le moment de l'aveu. Donc ça, c'est normalement celui, à la fois de la catastrophe et de la résolution finale, qui peut être proche de l'admission, de la reconnaissance mutuelle. Et donc on va avouer, en fait, par exemple, j'ai bien d'une famille noble, j'ai fait ci, ou mon crime c'était ça, enfin c'est ça. Et donc c'est fait que ce format permet un paradoxe qui est économie de moyens totale. Si on raconte vraiment Dolores Claiborne, et donc cinématographiquement, je pense pas que c'est adapté en restant dans le comico et juste en racontant. Hein.
concrètement. Par contre, ça serait très intéressant d'en faire du théâtre, je pense, de ça. J'aimerais bien en voir des adaptations théâtrales, évidemment condensées, des choses comme ça, mais très très chouette comme idée. Mais il se passe rien à ce moment-là, mais ça raconte beaucoup. Donc c'est un moment, c'est-à-dire ce qui repose entièrement sur la parole. Et l'impression d'authenticité, le food footage, c'est quelque chose qui va augmenter l'impression d'authenticité et notamment augmenter la peur. Et qui, dans le même temps, finalement, donc la seule personne que l'on peut croire, c'est celle qui parle. S'agit-il ou non d'un narrateur fiable? On est dans la tension absolue qu'il s'agit d'un narrateur, douteux, puisque potentiellement criminel et interrogé par la police, mais qui en même temps atteste de « je vais me mettre à table », etc. On y va. Et donc c'est dramatique aussi en tant que moment topique, en fait, de ces situations de résolution, d'aveu, de reconnaissance. Voilà. Donc ils sont à la fois des catalyseurs et des résolutions dans les pièces de théâtre, par exemple. Et donc il y a quelque chose effectivement donc, de tragique, mais aussi de complètement théâtral, mais qui en plus n'est pas le moment, par exemple, réquisitoire, comme celui de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, mais qui est le moment avant le procès, ce qui signifie que c'est finalement au lecteur, aux lectrices, qui est délégué la charge du jugement. Et c'est pour ça que je trouve qu'avoir les annexes finales n'est pas un plus. Que raconte Dolores Clairbonne? Dolores Clairbonne est soupçonnée, voire accusée, d'avoir tué sa maîtresse. Elle est femme de ménage de dame de compagnie d'une vieille dame grabataire, que l'on vient de retrouver morte dans des circonstances très étranges. Et étant arrêtée par la police, elle se retrouve à expliquer comment elle en est venue à tuer son mari alors qu'elle en a été soupçonnée, mais la mort est passée pour accidentelle. Et ce faisant, on est en pleine... Alors non, ça ne ressemble pas à Jacqueline Sauvage, par exemple. À Jacqueline Sauvage, elle avait vraiment tué son mari. Là, on est dans une mort qui est faite pour être accidentelle, ou pour passer pour accidentelle, exactement, mais qui est bien mise en scène, représentée, racontée comme volontaire de la part de Dolores Clairbonne. On y est. Allez, on continue. Donc, Dolores Clairbonne raconte ça, se disant, bon, on se dit, voilà, c'est pas... Évidemment, c'est plus intéressant. Parce que c'est là aussi où toute la question éthique va être elle-même mise en tension et reportée à l'attention du public, du lectorat. Dolores Clairbonne raconte comment elle a épousé Jo Saint-Georges, son époux, très jeune. Pourquoi? Bon, sans beaucoup d'amour. Comment d'abord elle a vu le spectacle de la violence conjugale de ses parents, c'est-à-dire comment son père frappait sa mère, ce que fait cette violence, ce que sont les destins de femmes, notamment sur cette île, elle est ilienne dans le Maine, et comment, encore ensuite, elle en est elle-même victime, et quel est le moment où ça ne va pas. Ce qui amène des effets de tension dramatique absolument géniaux, parce qu'en lisant le roman, on comprend assez vite qu'il y a cette accusation et elle le déballe, mais on ne sait pas quelles sont les raisons qui auront justifié ou provoqué ou conduit à ce crime, et qui vont donc elles-mêmes faire l'objet d'un déballage, d'une livraison d'informations, d'une distribution de l'information qui est elle-même dramatisée et mise en scène. Et donc finalement, c'est ce qui s'est déjà passé, mais qui n'a pas été avoué ni dit, ni qui a été compris, ni finalement verbalisé, qui fait l'objet d'une dramatisation. Et c'est notamment, alors là on va rentrer dans le détail des détails, donc spoiler, ce n'est pas la simple violence conjugale qui a conduit à
à cette tentative de meurtre, mais d'abord à une menace de meurtre de la part de Dolores Claiborne sur la personne de son mari, Joe Saint-Georges. Mais cette tentative a été vue et mal comprise, c'est là qu'on est en plein tragique, par sa fille, et a servi d'argument pour que le mari puisse faire pression pour la fille, et commence à agresser sexuellement sa propre fille, leur propre fille. Alors dit comme ça, là moi je replace les corrélations et les causalités dans un ordre chronologique, mais l'ordre de la chronologie réelle n'est pas celui des événements, n'est pas l'ordre factuel, mais celui des révélations et des compréhensions. C'est-à-dire du point de vue interne, de la focalisation interne de Dolores Claiborne, qui cherche à comprendre ce qui se passe pour sa fille et qui finit par comprendre et met 3 mois à réaliser, à voir qu'il y a un problème et à réaliser quel est ce problème et à remonter en arrière avant de décider de comment elle va résoudre ce problème. Ça veut dire qu'en fait là, il y a tout l'enjeu, finalement, du livre de King, c'est celui de la verbalisation. Et donc c'est un monologue qui raconte comment on finit par comprendre ce qui n'est pas compréhensible ni concevable. Comment un père agresse sexuellement sa fille. Et comment, et donc ça c'est à la mère de le comprendre. Et donc qu'est-ce qui se passe quand ce n'est pas compris ni concevable? Là il ne se passe rien. Et comment, avant, ensuite, en même temps, elle-même le réalise, et quelles sont les stratégies de fuite et d'évitement et de les échappatoires pour Dolores Claiborne, en sachant qu'il y en a peu, et qu'il s'agit pour elle aussi de ménager sa propre fille. Donc c'est là où se mettent en place des tensions dramatiques assez hallucinantes et qui reposent vraiment principalement sur ces questions de distribution de l'information. Et que fait-on de ces informations, et notamment sur qui a pris l'argent, etc. Et parce que les deux époux entrent dans une concurrence, une rivalité absolument terrible, qui est un combat, qui est une lutte, et qui passe notamment par le fait de rouler l'autre. Et c'est en ça qu'il s'agit, à mon avis, d'un roman profondément féministe, quels que soient les engagements réels après de Stephen King, qui est quand même plutôt féministe et progressiste, parce que c'est un récit, alors constamment, voilà, pour moi, le féminisme se caractérise notamment par le fait de raccorder le destin singulier du personnage à un destin plus collectif, ce que fait constamment ou régulièrement Dolores Claiborne, mais sans aller jusqu'à la représentation de moyens de lutte. C'est en ça que voilà, on va avoir des choses qui vont être d'un féminisme plus ou moins militant. Et alors c'est pas que c'est plus ou moins engagé, parce que je pense qu'il y a une façon de s'engager dans les idées et une autre façon de s'engager dans la lutte, si on peut séparer les mots et les choses. Je crois qu'il y a des moments où on sépare les mots et les choses, parce qu'on n'a pas de prise sur les choses. Et donc les mots se dérobent. Mais finalement, Dolores Claiborne, elle... ça fait partie de la trilogie féministe de Stephen King, etc. Avec Jessie, que j'aimerais bien relire, parce que moi je l'avais lu ado, c'était... ado ou fin primaire. Et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, mais je vais chercher ça et probablement lire cette... J'aime vraiment Stephen King. Ça marche bien. Mais je trouve que c'est vraiment un texte qui est profondément féministe, parce que il représente ce que c'est l'horreur de la violence domestique au quotidien. Il représente l'oppression, et jusqu'au moment où on atteint un seuil de tolérance, le avant, le après. Il met en scène une relation, qu'on ne dira pas une amitié, entre deux femmes, notamment entre Dolores et sa maîtresse, et une relation qui n'est pas dénuée d'ambivalence et de complexité. Et ça, c'est quand même aussi intéressant. Il met aussi en texte l'amour filial et les difficultés d'un être mère et de protéger sa fille, etc. Et ses fils. C'est très intéressant. Et il met vraiment en scène toute cette difficulté à concevoir, à conceptualiser, à l'horreur qu'il y a à ne pas conceptualiser, parce que ça signifie que l'horreur se produit sans qu'on puisse l'arrêter, et la deuxième horreur qui est de comprendre et de ne pas pouvoir, et de devoir attendre. Et c'est en cela qu'il y a une tension éthique qui est absolument considérable dans le bouquin,
et qui fait ben, que, et donc ça c'est aussi lié au fait que ce soit Dolores Claiborne qui prenne la parole, qu'on partage son point de vue, etc., mais que c'est une narratrice qui n'est pas fiable, qui se présente elle-même comme criminelle, mais en tant que lecteur, et peut-être encore plus en tant que lectrice, on est de son côté. Et on va partager son système parce qu'on va partager son sentiment d'impuissance, son point de vue, on va épouser sa vision du monde, la trouver sympathique, mais peut-être pas complètement. Et ça, c'est aussi intéressant d'aimer le personnage et pas complètement. Mais on voit en tout cas dans quelle impuissance elle se situe, notamment parce qu'on est en 63, donc c'est pire qu'aujourd'hui, mais c'est toujours pas marrant aujourd'hui. Et ça donne à voir voilà, cette espèce d'enfermement qu'elle n'explique pas complètement, mais qu'elle saisit et qu'elle comprend. Et dans le même temps, elle n'est pas complètement ok, et elle n'est pas éthique. Et notamment parce que son mari, boom spoiler, hein, en mourant, souffre vraiment, elle le regrette, mais elle s'en fout un peu. Et en fait, pas complètement. Et c'est là où va y avoir encore une horreur dans une violence qui poursuit constamment les femmes. Mais est-ce qu'on peut être d'accord avec la façon qu'a eu Dolores Claiborne de se sortir d'affaire? La dernière tension, elle est là. Exactement comme pour Carrie, elle est complètement éthique. Est-ce que... Et c'est pas ça qu'on trouvait dans Shining, c'est autre chose qui se passe dans Shining, par exemple. Mais est-ce qu'on peut être d'accord avec ce qui s'est passé? Eh bien, pas complètement, mais oui. Et en fait, on va être prise dans une tension qui fait elle-même partie de l'horreur. Quand éthiquement, on ne sait pas quoi penser. Et une grande partie de l'horreur chez King, et donc du thriller psychologique, c'est quand les victimes sont obligées de devenir bourreaux, bourrelles, à leur tour, et en souffrent. Et n'en ont pas le choix. Et on dira quand même que Stephen King, il pose vraiment les choses sur la table. C'est pour ça que je regrette autant qu'il y ait une résolution, on va dire, voilà, finale. Parce qu'on sait que le monde est une vallée de larmes et qu'il y a peu de résolution et peu de soulagement. Excellente lecture d'été. Bon, après, je dirais pas que ça aide à dormir, hein, parce que, en tout cas, c'est au moins un Page Turner. Moi, j'avais du mal à m'arrêter. Hein. Je l'ai lu en 2 jours, ou en 1 jour et demi, très très vite. Mais, il est fort. Hein. Hyper bien. Je vous dis à bientôt.